Enfin, la livrée spéciale que Ferrari utilisera à Monza a été dévoilée. En fait, cette couleur blanche est présente sur la zone du capot moteur, mettant en valeur la voiture, la rendant beaucoup plus esthétiquement belle et ajoutant également une touche historique. Cette livrée spéciale célèbre le 50e anniversaire du premier titre mondial de Niki Lauda avec Ferrari. Jetons un coup d'œil plus attentif dans la vidéo d'aujourd'hui à la façon dont cette livrée a été préparée. Nous devons entendre les déclarations de Toto Wolff sur Lewis Hamilton ainsi que les commentaires de Stefano Domenicali sur Ferrari et l'avenir de la Formule 1. Valtteri Bottas a également dit qu'il pourrait ne pas remporter un autre titre. Patrese a discuté avec Adrian Newey de l'avenir d'Aston Martin et il semble que ce ne soit pas encore prêt. Enfin, nous devons aussi parler de McLaren Racing car elle a été évaluée à 5 milliards de dollars, un chiffre stupéfiant. Cela dit, examinons maintenant tout en détail. Tout d'abord, si vous aimez les vidéos, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur Ferrari ou la Formule 1. C'est parti maintenant. C'était le 7 septembre 1975, lorsque, juste sur l'asphalte de Brianzolo, l'équipe Ferrari a connu l'une des journées les plus mémorables de son histoire. Claire Agazzoni a remporté la course, tandis que Lauda a terminé 3e, remportant ainsi son premier titre mondial. Un triomphe qui a également assuré le championnat des constructeurs et marqué le début d'une des périodes les plus glorieuses pour Maranello. Pour rappeler cette réussite, Ferrari a conçu une livrée qui évoque les couleurs et les détails de la 312T. Le rouge reprend la teinte originale d'il y a 50 ans, avec des bandes blanches longitudinales inimitables, des numéros noirs sur fond blanc et les noms des pilotes écrits en italique. L'aileron arrière sera en argent métallisé, en hommage à l'aluminium de cette époque, tandis que le capot reviendra en blanc, comme à l'époque. Ce n'est pas simplement une opération de peinture, grâce à un système d'enveloppement innovant développé avec HP et déjà testé à Miami, il a été possible de transformer le design de la voiture avec des films en PVC recyclables, plus légers et plus résistants aux températures extrêmement élevées de la Formule 1. La célébration ne s'arrêtera pas aux monoplaces, l'équipe portera également des uniformes inspirés de 1975. Leclerc et Hamilton porteront des combinaisons, casques et chaussures dédiés, ramenant le style de cette époque à la vie. Tout sera conçu pour permettre aux fans de revivre cette connexion profonde entre le passé et le présent, entre la légende de Lauda et les défis d'aujourd'hui. Au musée Ferrari, les visiteurs pourront admirer la Ferrari 312T de Lauda aux côtés de la Ferrari qui sera utilisée à Monza avec la livrée spéciale. C'est une opportunité unique car, en plus de voir les deux voitures côte à côte, il y aura le parcours d'exposition qui a été entièrement rénové et les visiteurs du musée Ferrari pourront suivre directement à partir de les séances de qualification et la course du week-end de Monza. Ainsi, cette livrée ravive de nombreux souvenirs du passé. Mais comment Ferrari se présente-t-elle à Monza? Écoutons également les paroles du Dr Ceccarelli, un coach mental dans le monde de la Formule 1, et ensuite, nous entendrons Toto Wolff. Nous avons vu que Kim Antonelli et Lewis Hamilton ont commis une erreur au virage 3 à Zandvoort, et tous deux traversent une période difficile, mais pour des raisons différentes. Pour Antonelli, la situation est délicate. À 18 ans, il se retrouve au volant d'une Mercedes et est l'héritier direct du siège laissé par Hamilton, avec une pression énorme sur ses épaules. Sa situation ne s'améliore pas, en fait, les meilleurs résultats sont survenus lors de la première partie de la saison. Lorsqu'un jeune pilote ressent le besoin de trop prouver, chaque décision devient un pari. L'incident avec Leclerc à Zandvoort en est un exemple. Au lieu de se contenter d'une position solide, il a tenté une manœuvre de dépassement risqué, signe de son désir inconscient de repousser ses limites. Cependant, c'est un facteur positif quand on est jeune. Même Max Verstappen a commis plusieurs erreurs par le passé, puis a compris quelle était la limite à ne pas franchir. Le problème, comme l'a souligné le Dr Ceccarelli, c'est que Kimi semble manquer de protection psychologique suffisante. Par le passé, Toto Wolff était un maître dans la création d'une bulle autour de ses pilotes, mais cette fois, l'impression est que le jeune homme a été laissé plus exposé, et à Monza, avec la pression de la course à domicile, le risque est que la situation devienne encore plus difficile. Le cas de Lewis Hamilton est différent. En fait, le pilote anglais n'a rien à prouver, mais il est clair qu'il refuse d'accepter d'être un pilote secondaire. Ferrari n'est pas au niveau qu'il espérait,
et la comparaison avec Leclerc le met dans l'ombre. L'erreur commise aux Pays-Bas n'était pas de lui. Tout au long de sa carrière, ce genre d'erreur se compte sur les doigts d'une main. Pour aggraver les choses, il a également reçu une pénalité de 5 places sur la grille à Monza pour non-respect des drapeaux jaunes doubles. Le coach mental explique qu'à ces moments-là, la clarté mentale entre en jeu. Si l'esprit est surchargé de pensée, c'est comme avoir un tableau blanc plein de notes. Il n'y a pas d'espace pour traiter de nouvelles informations et des erreurs sont inévitablement commises. C'est un processus que nous connaissons dans la vie quotidienne, mais en Formule 1, un moment de distraction suffit à mettre en péril tout le week-end. La clé, selon Ceccarelli, consiste à créer un environnement protégé, non pas parce que les pilotes sont faibles, mais parce que les faiblesses humaines ne sont pas tolérées dans un sport qui ne laisse rien au hasard. C'est pourquoi Hamilton chez Ferrari et Antonelli chez Mercedes doivent se sentir en sécurité et libres de se concentrer uniquement sur la conduite. Monza sera donc non seulement un terrain d'essai technique, comme nous l'avons vu hier, avec diverses modifications par les équipes, mais aussi psychologiques. Pour les deux, la capacité à retrouver la sérénité pourrait faire la différence entre un autre week-end compliqué et le tournant dont ils ont désespérément besoin. Et l'interprétation psychologique du docteur Ceccarelli est très intéressante. Je crois que, d'une part, cela peut être plus justifié pour Kim Antonelli, qui est nouveau en Formule 1 et évolue dans une équipe forte comme Mercedes, qui a une histoire incroyable derrière elle. Donc, à ce moment-là, il est facile de dire « oh, erreur ». Donc, en ce moment, il est trop facile de dire que tout est la faute de Kimi, il a besoin d'une période de croissance, il y a des hauts et des bas, et comme Toto Wolff lui-même l'a dit, ce qui, je crois, diffère de ce que dit Ceccarelli, il le défend. Toto Wolff a dit que Kimi avait besoin de temps pour acquérir plus d'expérience. Mercedes savait déjà que Kimi pourrait faire des erreurs, donc il vaut mieux en faire maintenant qu'à l'avenir, par exemple l'année prochaine. Quant à Hamilton, la situation est différente. C'est un pilote très expérimenté et il a gagné beaucoup en Formule 1, mais il a toujours couru dans des équipes où il était protégé. Pensez à Mercedes avec Toto Wolff, mais aussi à McLaren avec Ron Denny, il était toujours protégé par l'environnement. Ferrari est un environnement qui vous expose encore plus à la pression médiatique, rendant plus difficile la protection de vos pilotes. Donc, sur le plan mental, je pense que Lewis tient également assez bien, c'est juste que la pression est beaucoup plus forte qu'à l'époque où il pilotait la Mercedes. C'est pourquoi je crois que Lewis Hamilton a besoin de quelques bonnes courses, d'une série de résultats positifs, et cela pourrait renforcer sa confiance et sa conduite, et nous pourrions le voir plus fort en 2026. Mais je veux aussi analyser avec vous ce que Toto Wolff a dit à propos de son ancien pilote, Lewis Hamilton. En fait, Toto Wolff a critiqué Hamilton et a dit « Avez-vous déjà entendu Michael Jordan demander à être remplacé ?» C'est une phrase qui pèse beaucoup et qui fait suite à la qualification désastreuse de Budapest, lorsque Lewis a été éliminé en Q2, alors que Leclerc était en pole et avait abandonné dans le désespoir, en disant « Nous devons probablement changer de pilote », faisant référence au fait que Ferrari doit se changer lui-même. Toto Wolff n'a pas bien pris un tel commentaire, je lui ai dit immédiatement en privé, puis devant les médias. Un champion comme Hamilton ne peut pas simplement abandonner comme ça. Pour Toto Wolff, Lewis reste le GOAT absolu, le plus grand de tous les temps, mais certains mots risquent de nuire à sa propre image et de créer un récit toxique autour de ses débuts chez Ferrari. C'est pourquoi la comparaison avec Michael Jordan est faite, une superstar qui ne doute pas d'elle-même devant le monde. Cependant, le problème est réel. Ferrari n'est pas aussi compétitif que prévu, et la comparaison avec Leclerc le met en difficulté. L'erreur de Zandvoort et la pénalité de 5 places à purger à Monza sont des signes d'un Hamilton nerveux, qui ne se contente pas et n'a pas encore trouvé le bon feeling. Mais comme l'a également souligné Toto Wolff, le talent ne s'évapore pas du jour au lendemain. L'expérience peut compenser le manque de vitesse brute, et avec une voiture qui lui donne confiance, Lewis peut encore lutter pour le titre. Le passage chez Ferrari reste cohérent, c'était le bon moment pour changer d'environnement, l'accord était excellent, et le désir de courir avec le cheval cabré était fort. Bien sûr, maintenant il doit faire face à un jeune coéquipier très rapide dans une voiture qui se conduit différemment de ce à quoi il était habitué chez Mercedes. Mais ce n'est pas la première fois que Hamilton connaît des moments de frustration, il en a même eu avec Toto.
Quelques week-ends positifs suffisent à changer la perception et à faire remonter Lewis. La question n'est donc pas de savoir si Hamilton est fini, mais si Ferrari peut lui offrir cette fenêtre de performance et de confiance pour retrouver le champion que nous connaissons à nouveau. Ce Wolff, avec cette provocation, visait à toucher les bonnes cordes. Maintenant, ce sera la piste, en particulier Monza, qui nous dira si Hamilton peut rebondir immédiatement ou si le parcours avec le Russe sera plus long et plus difficile. Donc, Hamilton a besoin d'une excellente performance à Monza, surtout parce qu'il devra se rattraper pendant la course après avoir déjà écopé d'une pénalité de 5 places sur la grille, et pour cela, il lui faudra une voiture haute performance. Mais voyez les différences entre Ferrari, McLaren et Red Bull. Quelle voiture s'adaptera le mieux au circuit italien ? Le problème le plus évident avec la Ferrari SF25 concerne l'avant, qui peine à générer de l'adhérence à l'avant dans les virages longs et techniques comme en Hollande, le virage 1, le virage 9 et le virage 10, où la limite devient évidente. Il y a un manque d'adhérence à l'entrée, et le sous-virage devient chronique, ce qui fait perdre un temps précieux à la voiture rouge. À Zandvoort, le freinage en treille est crucial. Lorsque vous devez freiner en tournant dans le virage, si l'avant ne tient pas, vous perdez confiance étant autour. En Hollande, Ferrari a payé un prix très élevé, mais ce n'est pas seulement un problème d'équilibre mécanique. En réalité, Ferrari a même du mal à gérer la garde au sol, qui est une autre faiblesse de la SF25. La voiture fonctionne dans une fenêtre très étroite et il faut peu de choses pour la sortir de la plage idéale, ce qui fait disparaître la charge aérodynamique. Sur une piste tridimensionnelle comme celle des Pays-Bas, Ferrari a souffert plus que quiconque. Les conséquences sont une gestion des pneus qui n'a jamais été dans la bonne fenêtre. Et la question que tous les fans se posaient, est-ce que cette situation sera également observée à Monza ? Eh bien, Monza est une piste très différente où le dérapage n'est pas présent. Il y a beaucoup de freinage lors de la phase de décélération, mais les freins ne sont pas utilisés dans les virages ou avec l'avant en yaw, donc nous pourrions voir une Ferrari beaucoup plus compétitive à Monza, capable de se battre également pour le podium. Le paradoxe est que Red Bull partage un problème similaire à l'avant, mais dispose d'une fenêtre de réglage beaucoup plus large par rapport à Ferrari et est capable de compenser et de rendre la voiture pilotable dans des conditions complexes. C'est pourquoi nous avons vu une Red Bull, voire une Racing Bull encore plus compétitive que Ferrari aux Pays-Bas, également parce que la qualification a fait la différence. Cependant, cette situation ne doit pas se répéter à Monza, où Ferrari espère être au moins plus compétitive que Red Bull Racing, Mercedes et Aston Martin. Le doute subsiste concernant McLaren, mais nous entendons les paroles de Stefano Domenicali sur l'avenir de la Formule 1 car elles ont suscité beaucoup de discussions. La Formule 1 est en croissance, mais nous devons maintenant franchir une nouvelle étape. C'est ce qu'a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, à la veille de Monza. 2026 sera le véritable tournant. Il y aura une nouvelle réglementation technique et d'unité de puissance pour expliquer clairement à un public qui n'est plus composé uniquement de super passionnés. L'idée est claire, pas de jargon d'ingénierie, mais des extraits simples et graphiques pour expliquer comment les monoplaces fonctionneront et où se déroulera la véritable bataille entre les équipes. Ce n'est pas une crainte de la complexité, mais une prise de conscience qu'aujourd'hui, en Formule 1, des millions de fans occasionnels regardent, et s'ils comprennent les règles, ils resteront. Puis il y a le format sprint du week-end, que les promoteurs aiment et que maintenant même les pilotes apprécient davantage. Bien que tout le monde ait été opposé au début, la direction a changé selon les rapports du dimanche. Le public veut de l'action dès le vendredi, pas seulement des essais libres. La discussion porte sur l'augmentation du nombre de week-end sprint et sur la façon de les faire évoluer sans aliéner les traditionalistes, mais plutôt en les accompagnant. Parallèlement, il y a aussi une réflexion sur la durée des courses. Pour les jeunes fans, 300 km est long, ils veulent des courses de plus en plus rapides. Même la grille inversée n'est plus un tabou. En fait, le sujet de la grille inversée revient au centre, comme en Formule 2 et en Formule 3, car expérimenter en Formule 1 fait désormais partie du jeu. Bien sûr, il y a aussi la question de la pluie, il est essentiel de retrouver de la visibilité avec des pneus entièrement pluie, et un mécanisme de contre-dive est également envisagé en parallèle. Si une unité de puissance perd plus de 2% de performance, des domaines de développement ciblés existent pour récupérer dans un délai de 6 à 8 mois.
L'idée d'éviter une catastrophe similaire à celle de 2014 a gagné du terrain en ajoutant davantage de variables en jeu, améliorant ainsi l'équilibre de la course d'une course à l'autre. Domenicali a également évoqué General Motors et la possibilité d'avoir une autre équipe sur la grille. Le PDG de la Formule 1 souhaite admettre de nouvelles équipes dans le circuit uniquement si elles ont une vision sur 10 ans et peuvent assurer la durabilité du sport, y compris le sponsoring, ainsi que maintenir le thème de la durabilité environnementale avant 2030. De plus, la question des calendriers est également en cours d'examen. Zanor saluera la Formule 1 en 2026 et des discussions sont en cours concernant des rotations avec Barcelone, le Portugal, la Turquie et Hockenheim. Les créneaux sont rares et ceux qui siègent à la table doivent garantir des normes élevées et des fonds publics. À ce jour, 90% des promoteurs sont soutenus par l'État. La compétition entre les circuits européens s'intensifie de plus en plus et Monza a été renouvelé jusqu'en 2031. Nous savons qu'Imola sera déjà en rotation pour les années à venir, donc l'Italie doit être très prudente quant à son rôle dans la Formule 1, car il devient de plus en plus précaire. C'est donc le scénario décrit par Stefano Domenicali concernant l'avenir de la Formule 1. Je suis curieux d'entendre aussi ce que vous en pensez, car ce sont des sujets qui semblent actuellement lointains, mais qui deviendront concrets dans quelques mois ou années. La vision est claire. Stefano Domenicali souhaite encore augmenter le spectacle en élargissant les week-ends de sprint, en réduisant les séances d'essais libres, en ajoutant des règles anti-stall et en favorisant les moteurs plus faibles. Tout cela vise à encourager le spectacle et à créer plus d'adrénaline chez les fans, qui seront moins expérimentés, de plus en plus de nouveaux fans, il faut donc simplifier cette Formule 1. Cela me semble être l'objectif clé de la Formule 1. Actuellement, il y a quelques points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, abandonner les circuits réels, les circuits de course. Cela me semble une décision folle, au détriment d'ajouter encore plus de circuits urbains. Oui, peut-être que plus de spectateurs arrivent sur le circuit, mais ce sont des spectateurs occasionnels qui ne reviennent pas les années suivantes. De plus, il n'y a pas d'espace pour dépasser. En résumé, il y a beaucoup d'incertitudes sur les circuits urbains qui sont moins présentes sur les circuits de course. Et en plus, la question de la grille inversée m'a aussi un peu glacé le sang. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Cela dit, parlons des déclarations de Max Verstappen et aussi d'Aston Martin. En fait, Max Verstappen vit une saison très différente de celle des 4 dernières années. Après des années en tant que dominateur absolu, 2025 est devenu l'année de McLaren, et lui, avec Red Bull, se retrouve seulement 3e au classement avec seulement 2 victoires à Suzuka et Imola. Des chiffres qui racontent déjà l'histoire d'un changement d'équilibre, Max n'est plus la référence sur la grille et devra également défendre sa position contre les attaques de George Russell. Bien sûr, son talent n'est pas en question, mais ce qui surprend, c'est l'attitude avec laquelle le Néerlandais aborde ce moment. Il n'y a ni colère, ni frustration, seulement de la sérénité. Interviewé à Zanor devant ses fans, Verstappen a affiché un calme presque désarmant. Il a clairement déclaré qu'il se sentait déjà satisfait de ce qu'il a accompli, admettant qu'il pourrait ne jamais remporter un autre titre mondial. Une phrase qui, venant de quelqu'un qui a récemment dominé la Formule 1, fait réfléchir. Max a souligné qu'il a accompli bien plus que ce dont il rêvait lorsqu'il a commencé et que ses réalisations en carrière parlent d'elles-mêmes. En d'autres termes, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Cependant, un autre aspect de Verstappen émerge, celui du manager. Déjà actif dans le GT World Challenge, Max construit son avenir en tant que propriétaire d'équipe. Il a expliqué qu'au début, il est essentiel de bien organiser les choses, mais l'idée de gérer d'autres pilotes et de les voir courir avec ses voitures ne le dérange pas du tout. Et surtout, il a envoyé un message clair. Tôt ou tard, tout le monde atteint un point où il devient plus lent, et lorsque ce moment arrive, il préfère faire de la place aux jeunes plutôt que de rester trop longtemps et risquer de passer pour un idiot sur la piste. C'est ce que Max Verstappen a déclaré, et ces mots nous font réfléchir venant d'un quadruple champion du monde. Cependant, même dire que tout le monde finira par devenir lent et qu'il fera de la place aux jeunes pilotes, même au sein de sa propre équipe, sont des déclarations auxquelles je ne m'attendais pas de la part de Max, et elles nous font aussi réfléchir à son avenir, s'il voudra devenir davantage un gestionnaire et moins un pilote pour gérer son équipe. Mais écoutons aussi les paroles de Ricardo Patrese sur l'avenir d'Aston Martin.
Riccardo Patrese a déjà conduit les voitures Williams signées par Adrian Newey dans les années 90, et c'est Patrese lui-même, après l'avoir rencontré à Goodwood, qui a partagé un détail surprenant. Adrian Newey m'a dit qu'ils ne seront pas prêts à gagner en 2026, il ne veut pas créer de fausses attentes. Ces mots semblent sincères, bien que l'on ne puisse jamais en être certain. Peut-être qu'au fond, il espère déjà surprendre tout le monde dès la première année, mais officiellement, il prêche la prudence. Patrese a révélé qu'Adrian Newey n'envisage pas Verstappen envers dès 2026 et a ajouté « Il ne croit pas pouvoir lui offrir une voiture championne dès le départ ». En réalité, en 2026, Aston Martin ne sera pas en lice pour le titre, mais il sait très bien que le potentiel sera là, et ainsi Max deviendra une cible d'Aston Martin. Bien sûr, l'incertitude demeure avec Alonso, qui, malgré son âge, selon Patrese, aurait encore la fin de rivaliser pour un championnat du monde si Aston Martin lui confiait une voiture compétitive. Quant à Stroll, il y a encore beaucoup de doutes même après la dernière course aux Pays-Bas. Une dernière chose, il faut aussi parler chiffres car McLaren est actuellement valorisé à 5 milliards de dollars et ce chiffre est impressionnant, surtout en considérant qu'il y a 5 ans, lors du pic de la pandémie, la division Racing de Woking était évaluée à 560 millions pour attirer des investisseurs et maintenir le projet à flot. À l'époque, MSP, Sport Capital et d'autres fonds avaient pris une participation minoritaire, s'arrêtant autour de 33%. Aujourd'hui, ceux qui croyaient en cet investissement font face à une croissance 10 fois supérieure. La montée en puissance vient de se conclure. En fait, les fonds souverains de Bahreïn et d'Abu Dhabi ont acquis 100% de la propriété de McLaren Racing, une opération massive qui place McLaren entièrement entre les mains du Moyen-Orient. Le groupe a également acheté toutes les actions restantes encore détenues par MSP et d'autres investisseurs américains. La valorisation finale est de 5 milliards de dollars. McLaren n'est pas seulement l'équipe de Senna ou Hamilton, elle est devenue une marque mondiale capable de multiplier sa valeur en quelques années. Il sera intéressant de voir ce que l'avenir réserve à McLaren dans les années à venir, mais faites-moi part dans les commentaires de votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Je suis curieux de savoir si vous aimez la nouvelle livrée Ferrari, celle pour Monza, et ce que vous attendez de la voiture rouge ce week-end également. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout de la part de Rastro. À la prochaine vidéo.